bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. On est désireuse de vous faire du bien et c'est notre sujet aujourd'hui, le désir. On le décortique avec Frédéric Lenoir. Je rappelle que vous êtes philosophe et sociologue et également l'auteur du livre Le désir, une philosophie publiée chez Flammarion. Alors moi j'ai tendance à penser que l'on désire toujours ce que l'on n'a pas. Donc ça veut dire que je suis team Platon, non? Ou un truc Oui, comme alors ça. voilà, si vous désirez ce que vous n'avez pas, vous êtes team Platon. Si vous continuez de désirer ce que vous possédez déjà, vous êtes team Spinoza. D'accord. Donc les deux sont possibles. Et je crois que le bonheur, c'est de continuer de désirer ce qu'on possède déjà. Ah. Mais de l'approfondir, mais d'aller plus loin, mais de le savourer autrement. Donc effectivement, les deux coexistent. Et c'est confirmé, je crois, par les neurosciences. Notre cerveau humain désire toujours plus et toujours mieux. C'est prouvé, ça? Ah, complètement. Alors, ce qui est passionnant, c'est que ce que nous dit Platon il y a 2500 ans, fait qu'on désire ce qu'on n'a pas, etc. et tout, a été confirmé depuis une vingtaine d'années par les études sur les neurosciences, qui nous montrent que notre cerveau primaire, le striatum, vous savez qu'on a essentiellement deux cerveaux, le cortex cérébral, hein, qui a donné naissance à la philosophie, à tout ce qui fait qu'on pense de manière abstraite. Et puis vous avez le cerveau primaire qui, lui, existe depuis très 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 longtemps et qui est commun avec beaucoup d'animaux. Et le striatum nous pousse en fait à désirer quatre choses. Le sexe, la nourriture, la comparaison sociale, c'est-à-dire la reconnaissance Mhm. sociale et l'information. Et ces choses-là sont vitales. C'est ce qui nous a permis de nous développer dans l'histoire de l'évolution. Et en fait, chaque fois que nous obtenons quelque chose, il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Nous recevons de la dopamine. Et Ah. donc, c'est pour ça que nous recherchons tout le temps de la nourriture, du sexe, de la Mmh. reconnaissance sociale et de l'information. Parce qu'il y a un petit shoot de dopamine qui vient Drôle. nous récompenser d'avoir ça. Et quand il n'y a plus cette dopamine, il se passe quoi quand il n'y a plus de désir, plus Eh d'élan ben, vital? On meurt littéralement, pas du non? tout. Mais parce que Quand je il y crois a que ça a plus de été dopamine, on montré sur recherche- les animaux quand même. Oui, alors, Mm. si vous avez plus effectivement de dopamine, vous dépérissez parce qu'il n'y a plus du tout, même l'envie de vivre disparaît. Oui. Donc la dopamine, c'est vraiment la substance, hein, le neuromédiateur qui fait qu'on maintient en permanence ce désir de vivre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on s'aperçoit que quand on n'a plus de dopamine, parce qu'on a plus, on en recherche toujours Mhm. d'une autre manière. C'est-à-dire que inconsciemment, on va en permanence rechercher quelque chose qui nous apporte de la dopamine. Donc on devient addict à la dopamine. Et c'est pour ça que, au fond, nous sommes guidés par notre striatum pour faire toujours plus d'expériences, mais c'est sans fin. Et l'énorme problème, et ça rejoint Platon, c'est une quête sans fin. Parce que dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose. Mhm. Et on veut toujours plus. On est Euh, shooté à la dopamine. Et on est shooté à la dopamine. C'est une vraie addiction que nous avons tous. Et donc, la grande difficulté, c'est d'arriver à faire passer cette recherche de dopamine sur autre chose que de l'avoir. Mhm. Parce que si vous êtes en permanence dans la recherche d'objets toujours plus nouveaux, vous avez une voiture, vous en voulez une plus grosse, puis ensuite vous voudrez un hélicoptère et puis un avion. On voit bien les milliardaires, ils sont jamais satisfaits Bien parce qu'il sûr. faut toujours autre chose. Eh bien, si on veut se satisfaire, à un moment donné, il faut se dire stop. J'arrête de chercher ce shoot de dopamine dans toujours plus de bouffe, toujours plus de sexe, toujours plus d'avoir de reconnaissance sociale. Je le mets dans autre chose. Je le mets dans l'être. Je le mets dans la création artistique, je le mets dans la satisfaction des choses simples, je le mets dans l'amour. Enfin, il y a plein d'autres manières, dans la connaissance. Bien sûr. Et là, ça ne crée aucun problème, ça ne détruira pas la planète. Vous pouvez connaître toujours plus sans être jamais insatisfait. Et donc, finalement, il s'agit de déplacer progressivement nos désirs de l'avoir à l'être. Bah, Clément Lanoux, vous désirez poser une question? Exactement, justement, par rapport à cette explication, est-ce que les animaux ont du désir? Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est juste de l'instinct? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que ça fonctionne pareil même dans le Alors cerveau? ça fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de rechercher toujours ça. Après, le caractère humain, c'est qu'il est infini. Alors que les animaux se satisfont de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont à manger, ça va, il leur faut le minimum. Ils ont besoin, si c'est un mâle dominant, de dominer dans son territoire lui suffit. Il ne va pas chercher à conquérir le monde. D'accord. Alors que l'être humain, le caractère, son désir est infini. Il ne s'arrête jamais. C'est pour ça que le pouvoir, un être humain qui aime le pouvoir, une fois qu'il sera élu maire, il voudra être élu député, puis président de la République, et puis s'il y avait président du monde, c'est ce qu'il voudrait. Et on se dit, Macron, qu'est-ce qu'il va être malheureux quand il sera plus président de la République, parce qu'il ne pourra plus continuer de monter. Et donc c'est ça, en fait, le propre de l'être humain, c'est le caractère infini de son désir. Infini du désir, aussi de désirer aussi par rapport à ceux qui nous entourent. Parce que dans votre livre, il y a un exemple frappant. Ce qui nous rend heureux, c'est pas tant notre salaire, mais de savoir que l'on gagne plus que les autres. C'est Alors fou, voilà, ça c'est aussi des études psychologiques qui ont été faites depuis une cinquantaine d'années et qui montrent qu'en fait, nous n'arrêtons pas de nous comparer. Donc ça fait partie des fondamentaux du striatum. Nous nous comparons pour avoir de la reconnaissance sociale. Et puis en fait, on s'est aperçu, en faisant des études psychologiques avec des milliers de personnes, que les gens préfèrent gagner moins
en étant mieux payés que leurs collègues, que gagner plus en étant moins payés que leurs collègues. Incroyable. Et donc, dans une entreprise, eh ben, on s'est rendu compte, c'était ça la motivation, c'est d'être celui qui gagne le plus. Mais vous savez, c'est d'une certaine manière, Jules César disait, je préfère être le premier dans un village que le second à Rome. Bien sûr. Et donc, c'est ça on se compare tout le temps. Et c'est ça qui nous rend malheureux. Sénèque nous disait, si tu veux être malheureux, compare-toi. C'est ça. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi, qui gagnera plus que Bien toi, sûr. qui aura une plus grosse voiture que toi. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut prendre du recul et se dire, arrêtons de nous comparer tout le temps. Et justement, ce désir de comparaison aux autres, ce désir en tout cas qui est en lien avec les autres, il peut prendre une forme dangereuse, voire il peut même devenir de la haine parfois. On peut aller jusqu'à désirer le malheur des autres. Pourquoi on bascule dans ce sens-là? Ça arrive? Alors ça, c'est le pire des vices de l'être humain. En tout cas, c'est ce que nous dit Voltaire. Il nous dit le pire des vices, c'est l'envie. Ouais. Et l'envie, c'est quoi? C'est pas avoir une envie, hein, c'est l'envie avec vraiment le mot envie. L'envie, c'est tout simplement penser que le bonheur des autres enlève mon propre bonheur. Mmh. Et du coup, je veux détruire les gens qui sont heureux autour de moi. Mais c'est un truc imaginatif. Ça fait- Parce qu'on peut très bien être heureux à côté de gens. Mais non, il y a des gens qui pensent que le bonheur des autres, que, je sais pas, je suis écrivain, ben, le bonheur de celui qui a le prix Goncourt va m'enlever Ah oui. moi-même mon propre Mais comment on bonheur. bascule dans cette route-là? C'est effrayant quand même. la Alors ça, comparaison. c'est toujours lié à la comparaison. C'est un vice de l'esprit. Il y a quelque chose qui est faux dedans, bien sûr. Le désir dérive Mais, là. Il y a- mais c'est lié à la jalousie, c'est lié Ouais. à la comparaison. Je dirais, voilà, on est tellement dans la comparaison, dans la jalousie, qu'on en vient à penser Mmh. qu'il ne faut pas que les autres soient heureux pour que je sois heureux. Et puis alors attendez, le cerveau humain, il n'est pas très patient non plus, puisque vous expliquez dans votre livre que nous préférons toujours un plaisir immédiat, même plus petit, plutôt qu'un plaisir plus fort qui surviendrait plus tard. Absolument. Alors ça, c'est les études qui ont été faites par le psychologue Michaels. Il a eu une idée toute simple un jour. Il s'est dit, tiens, je vais tester quelque chose avec mes petites filles. Donc il y avait deux petites filles qui avaient 4 ans et 6 ans. Leur bonbon préféré, c'était le marshmallow. C'est ça, hein, parce que je ne connais pas Ouais. ce bonbon. Oui, le Ça truc existe mou, bien, là. le Ouais. truc mou. Voilà, moi, je ne connais pas bien ce bonbon. Moi, je suis resté au carambar. C'est les gros chamallows, hein, c'est ça? Ah, Ouais. les chamallows, C'est voilà. les chamallows, Je dis je pense. marshmallows, c'est Ouais. les chamallows, parce que je suis dyslexique. Et donc, le chamallow. Et donc, il a pris un test tout simple. Il leur a dit, voilà, soit je vous donne un chamallow, maintenant vous pouvez le manger tout de suite, soit je vous en donne 2, mais dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous préférez? Et les deux se sont jetés sur le chamallow, parce qu'il vaut mieux un plaisir immédiat. Et ça, c'est un truc d'enfant. Moi, j'adulte, Oui. je me dirais, j'attends 5 minutes. Ouais, je vais mais en alors, avoir on a deux. fait, alors Non. après, il a dit, mais tiens, on va voir si ça marche. Alors, puis on a fait des tests. Après, évidemment, des tests cliniques avec des Ouais. milliers de personnes et tout. Et on s'est aperçu que la majorité des gens, Quand même. pas tout le monde, hein, pas vous, mais la majorité des gens préfèrent un plaisir immédiat à un plaisir différé. Mm. Préfèrent une augmentation de salaire maintenant qu'on les augmente plus dans 2 ans. Oui, mais Ouais, mais ça, peut-être parce qu'on ne sait jamais si elle viendra. Et la non, mais bonne. voilà. Mais c'est exactement Et parce ça. qu'on a la peur de raison, c'est mourir ça. aussi, Et non on a peur surtout qu'il se passe quelque chose qui Bah fait que oui. je n'aurai pas. Bah ce que oui, j'attends. Exactement. Alors Ça va je être sais- malin, ça. Moi, je sais que je préfère attendre. J'aime bien, Ouais. par exemple, si j'ai faim, je me dis je vais attendre le repas parce que j'aurai encore plus d'appétit, je vais Ouais. bien manger plutôt que de vous couper la jeter. faim et sur des... Mais vous êtes un sage, Frédéric Bah Lenoir. oui. Moi, je préfère vous Non, nourrir. je suis un grand jouisseur qui fait qu'au contraire, je préfère jouir une bonne fois que de faire Très plein de petite petites jouissance. choses. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Surtout, vous ne bougez pas. On revient avec vous dans quelques minutes. On parle du désir d'aujourd'hui, des désirs divers et variés qui nous poussent à agir, ce qui nous donne en tout cas le sentiment d'être pleinement vivant. Alors, restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. On est avec vous en direct jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Que vaudrait une vie sans désir? On en parle non pas avec Johnny Hallyday, mais avec Frédéric Lenoir, philosophe. Frédéric, tout à l'heure, on parlait du désir par rapport aux autres, du désir comparé aux autres. Et dans votre bouquin, vous abordez la notion de désir mimétique. On a tendance à désirer ce que les autres ont. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, c'est René Girard, qui est un philosophe et anthropologue français qui a enseigné toute sa vie aux États-Unis, qui a élaboré cette théorie du désir mimétique. C'est-à-dire que nous avons besoin de regarder quelqu'un pour désirer. Donc, nous
choisissons quelqu'un que nous admirons. Alors un enfant, ça va être ses parents. Mhm. Et puis après, ado, ça va être ses copains, ça va être des stars auxquelles on s'identifie. Adulte, ça va être son patron, etc. Nous avons des gens, au fond, qui vont être nos modèles de désir. Et nous allons désirer ce C'est qu'ils vrai. désirent. Et René Girard nous dit, en fait, l'essentiel de nos désirs sont mimétiques. Alors je pense qu'il exagère un peu, Ouais. parce qu'il a trouvé cette thèse qui est forte, hein, ce qui est vrai. Mais je crois qu'il y a des désirs aussi très intimes, très personnels, que nous n'avons pas forcément été chercher chez les autres. Mais cela dit, et il appuie sa thèse sur quelque chose de très intéressant. Il a observé, il a lu très attentivement les grands romans du 19e, 20e siècle. Alors aussi bien Le Rouge et le Noir de Stendhal, Madame Bovary de Flaubert, Proust, etc. Et il montre, il a fait toute une thèse là-dessus, que ces romanciers qui observent très très bien la nature humaine nous montrent à travers leurs ouvrages que les désirs sont mimétiques. Par exemple, Madame Bovary, elle calque ses désirs et sa vie amoureuse sur les romans qu'elle a lus, les romans sentimentaux, etc. Donc ce C'est sont pour les ça qu'elle modèles. tombe sur ce couillon de Rodolphe. Tout à fait. Par exemple, Julien Sorel, dans Ouais. Le Rouge et le Noir, il va désirer ce que les gens du milieu social auquel il veut appartenir désirent pour Bien leur sûr. ressembler. Mais c'est ce qu'on Et- fait avec et- les réseaux sociaux, non, non Mais bien sûr, et on en Et parlera. ça rend sans pas doute des réseaux forcément sociaux. heureux. Hein. Et on calque nos désirs sur les désirs des autres, et ça rend pas forcément heureux parce qu'effectivement, du coup, ce sont pas forcément des choses qui sont bonnes pour nous. Mhm. On peut désirer des choses que les autres désirent, mais qui ne correspondent pas à notre nature Bien singulière. sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'en être lucide, d'en être Mmh. conscient. Des fois, ça marche très bien. Des fois, c'est pas juste. Vous avez désiré travailler dans la banque parce que votre père était banquier, mais vous avez peut-être un don artistique que vous avez refoulé. Bien sûr. Et donc, et l'inverse est vrai d'ailleurs, parce qu'un jour j'ai donné cet exemple, puis quelqu'un dans la salle, je faisais une conférence, me dit, mais moi je suis professeur de piano, j'aurais rêvé de travailler dans une banque, mais mon père était professeur de piano, donc peu importe en fait. Ce qui compte, c'est d'être à l'écoute De son propre de son désir. propre désir. Et ça peut mettre un peu de temps. Alors généralement, on l'est quand à l'écoute de ce propre désir, quand il s'agit du désir sexuel. J'imagine que c'est pas trop mimétique. Normalement, Ah si. ah si, Ah oui, aussi. on Eh peut oui. désirer sexuellement quelqu'un Ben, que les autres c'est-à-dire désirent. que nos désirs peuvent être parasités par. Ah, quand vous ce que- désirez Brad Pitt, Julia, Ouais, excusez-moi, je suis c'est pas la hyper seule. original. C'est vrai que je suis pas la seule. Il y a Sérieux ça, il y a effectivement qu'on désire des stars, etc. Mais il y a aussi que nos désirs sont en fonction des expériences qu'on a vécues aussi avec nos parents. Et donc, bon, bah, Freud a très bien montré hein, cette sexualité infantile qui fait qu'après, on va rechercher. Par exemple, vous auriez désiré inconsciemment votre père qui était peut-être maltraitant ou autoritaire. Et bien, inconsciemment, vous allez désirer un homme maltraitant ou autoritaire. Autoritaire. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je tombe toujours sur des hommes maltraitants autoritaires? C'est ce qu'on appelle le mécanisme de répétition, un scénario névrotique de répétition. Et ce désir sexuel, vous dites que c'est le désir le plus puissant. Ça se vérifie via les recherches sur Internet, ça apparemment. Ah oui, alors si vous allez sur Google, la première recherche sur Google, c'est sexe. Ah ouais. Et tout ce qui est lié au sexe hein, et au porno. C'est le numéro 1. Vous savez quel est le numéro 2 ou pas? Non. Deuxième mot-clé qui... Argent. Non, Non. les chats. Oh, c'est quand même intéressant. Ah, Donc, Rigolo. effectivement, le sexe, et c'est la principale recherche des êtres humains. C'est drôle. Et donc, on s'aperçoit, mais alors évidemment, c'est le sexe essentiellement à travers le porno. Ouais. Ouais. Le sexe et les chats. J'ai resté bloqué Mais là-dessus. Frédéric, ce désir sexuel, est-ce qu'il a pas évolué aussi à notre époque? Est-ce que vous pensez que chez les nouvelles générations, on a un peu perdu justement ce désir, puisque notamment à cause de la pornographie, c'est difficile Qui est à maintenant de désirer. dispo sans Ouais, compter, on tout- peut avoir tout à tout C'est ce fait. qu'on difficile veut. de désirer, hein, ouais. d'avoir des propres fantasmes quand on est abreuvé d'images, non? Alors tout à fait, c'est une chose qui m'a vraiment le plus intéressé parmi les enquêtes que j'ai fait pour ce livre, c'est que je me suis dit, tiens, je vais voir où on est le désir sexuel chez les adolescents, chez les jeunes. Et là, j'ai lu des enquêtes qui m'ont sidéré, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une enquête qui montre que chez les 15-25 ans, eh bien, la moitié n'ont eu aucun rapport sexuel dans l'année écoulée. C'est Ah ouais. énorme. Mhm. Quand on avait 20 ans, bah, généralement, on avait quand Une même... grande C'est là où ça activité. allait bien, quoi. Donc, pourquoi? Et là, j'ai lu des enquêtes qualitatives qui ont fait des interviews avec les jeunes, etc. Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, il apparaît que justement, le fait, comme vous le disiez très justement, que les jeunes ont été élevés par le porno, donc ça montre, et on parlait de désir mimétique, hein, donc ça montre que le sexualité doit être lié à la performance, et donc les garçons, ils ont peur, ils se disent, je vais pas assurer, je vais pas être capable de faire jouer comme ça, de tenir une Des heure. Donc ils font pas. Et ils font pas. Ah Les ouais. femmes, elles ont peur aussi de pas jouir, ou elles ont peur qu'on leur impose des gestes. Et Mhm. beaucoup disent, moi, j'ai pas envie de faire une fellation tout de suite, etc. Et tout. Et donc, quand ils voient le porno, ça leur fait un peu peur, ça les écrase.
Et puis, il y a aussi ce côté, ça va trop vite. Et beaucoup de jeunes disent, moi, j'ai commencé ma sexualité par Tinder, etc. Bah, il y a plein de rencontres et puis je suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui, le corps, oui, peut avoir du plaisir et encore, c'est pas si simple, mais je sens que j'ai besoin de m'attacher à la personne, de la connaître, etc. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les jeunes nous disent des choses qui, pour notre génération ou celle d'avant, étaient évidentes, bah, qu'il faut connaître la personne. Pourquoi et puis, pas tomber amoureux avant de et faire l'amour voilà, ou- et quand on est un peu amoureux, quand il y a une complicité, bah, le désir sexuel, il s'épanouit. Alors que quand on commence par coucher, puis qu'après on dit, bah, c'est qui la personne, au fait, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'intéresse, bah, ça fonctionne pas toujours. C'est ça. Et donc, faut commencer par l'union des âmes avant l'union des corps. C'est quelque chose de vieux comme le monde, mais que plein de jeunes sont en train de redécouvrir. Bon, et on l'a rappelé ce matin, c'est important. Vous évoquez dans votre livre aussi le contrôle de nos désirs. On doit savoir les réguler, pas toujours les accomplir. Un désir, parfois, il reste dans la tête. C'est de l'ordre du fantasme, justement. C'est important, ce contrôle, et de le garder, justement. Ah bah c'est capital. Et je dirais que c'est toute l'éducation. Parce qu'un enfant, il désire manger des bonbons toute la journée, il désire des choses qui sont impossibles, il désire des choses qui vont détruire sa santé. Et on doit lui apprendre la Il désire frustration. prendre le pouvoir et faire du mal aux autres. Donc toute l'éducation, c'est d'apprendre la gestion du désir et de savoir différer nos désirs, de savoir limiter nos désirs, de savoir orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous font du bien, de savoir que nos désirs sont limités par les désirs des autres, et que le respect, c'est aussi de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'ils nous fassent. Enfin, c'est toute la base de l'éducation. C'est pour ça que collectivement, la loi religieuse, par exemple, ça a été ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ne pas convoiter la femme de son prochain, l'âne de son... Bon, c'est les commandements de la Bible. Et, donc tout ça, et les philosophes d'ailleurs, Épicure, dont on nous dit c'est le philosophe du plaisir, oui, parce qu'il valorise le plaisir, mais il dit attention, il faut modérer le plaisir. Il vaut mieux manger des mets de qualité en petite quantité que de se goinfrer avec Des un tas de trucs, des orgies, orgies où on va être malade, etc. C'est valable et tout. pour le sexe aussi. C'est vrai pour le sexe. Il vaut mieux un sexe de Amélie. qualité Oui, bien sûr. qu'un sexe qui n'est pas. Il vaut mieux avoir quelques amis qu'on aime profondément, qu'on voit souvent, Bien sûr. que avoir des milliers d'amis sur les réseaux sociaux qu'on voit jamais, qui sont pas des amis. Et donc au fond, toutes les philosophes et les religions ont essayé, d'une certaine manière, de nous apprendre à limiter nos désirs, à les modérer, à les encadrer. Et c'est une des clés de la civilisation. Comment on fait pour cultiver le désir dans nos vies? Si vous aviez un conseil à nous donner, je crois que vous reliez ça souvent à la nature, avec les arbres, tout ça. Je vois pas le rapport. Alors, Dites-moi. en fait, on peut aller vers une compréhension du désir dans lequel on dit, bon, il faut le limiter, mais ça peut aller très loin. Les bouddhistes vont vous dire, c'est le désir qui est à l'origine de la souffrance, donc il vaut mieux éliminer le désir. Les stoïciens nous disent la même chose. Il faut convertir le désir en volonté, c'est-à-dire il faut vouloir les choses plus que les désirer, et donc du coup, on ne veut que le réel, que ce qui est possible, plutôt que des désirs Bien impossibles sûr. qui nous rendent malheureux. Et puis Spinoza nous dit non. Il vaut mieux désirer, cultiver la force désirante, développer l'élan vital, la créativité, etc. Et puis savoir effectivement renoncer à des désirs impossibles. Et la nature, elle est pleine de cet élan vital de la vie, la force de la vie. Et donc nous relier à la nature, c'est nous relier à l'élan vital créateur. Et lorsque moi je suis fatigué, je me mets contre un arbre, je marche dans la nature et je me sens régénéré. La nature nous régénère. Et du coup, elle réveille nos désirs. Elle réveille la force désirante qui est en nous. Mais la créativité aussi, l'art par exemple. Et l'art, c'est quelque chose de formidable. Dès que vous êtes créateur, dès que vous créez quelque chose, et d'ailleurs, pas la peine d'être un artiste, un artisan, il est créateur. Un chef d'entreprise, il est créateur. Beaucoup Un chef de gens d'équipe. un chef d'équipe, un footballeur, il peut être créatif. Dans plein de domaines, on est créatif. Et quand on est créatif, eh bien, est vivant. on est vivant. On se sent pleinement vivant, on cultive l'élan vital. Allez, la nature, la créativité. Je pense qu'on pourra faire encore une autre émission Encore. sur le désir. On n'a pas terminé. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir, pour cet entretien passionnant. Je rappelle votre ouvrage sur le sujet, Le désir, une philosophie, sorti chez Femme Larion. On va passer à quoi maintenant, Julia? Eh bien, notre quart d'heure des bienfaiteurs. Et premier bienfaiteur du jour, ce sera le docteur Alexandre Marchak. qui va nous rappeler de quelle façon notre visage vieillit. Vous allez voir, ça permet de mieux comprendre comment intervenir sur ce visage, si vous êtes tenté, en tout cas, par la chirurgie esthétique. Et puis avec Nathalie Le Breton, on va vous présenter des livres pour les plus jeunes, des livres pour aborder avec eux le sujet de la pudeur. En attendant, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.